Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 82, nous discuterons comment vos biais comportementaux sabotent votre plan d'investissement à long terme. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va super bien, merci. Donc, aujourd'hui, on va aborder l'un des aspects les plus fascinants et peut-être les plus frustrants de l'investissement, à savoir la psychologie des investisseurs. On en a régulièrement parlé dans notre podcast et de nombreuses façons au fil des années, mais le plus grand risque pour nos portefeuilles, ce n'est pas l'économie, les taux d'intérêt ou les niveaux de prix des marchés, mais la plupart du temps, c'est nous, l'investisseur. Nos biais comportementaux influencent notre façon d'épargner et d'investir et nous conduisent souvent à prendre des décisions qui semblent judicieuses sur le moment, mais qui nous nuisent à long terme. C'est très bien vrai, François, ce que tu dis. Les biais comportementaux poussent les investisseurs à commettre des erreurs dans leurs décisions d'investissement. Et par exemple, on peut citer, ils transigent trop souvent, ils pourchassent les placements qui surperforment, ils font du market timing ou ils vendent en panique dans les marchés baissiers. C'est pourquoi c'est super important de comprendre notre vulnérabilité à ces comportements. Vous pouvez avoir le meilleur plan financier au monde, mais si vous vous laissez emporter par vos émotions ou vos biais, tout ça va prendre le dessus sur ce plan et votre plan va vite s'effondrer. J'aimerais ajouter, François, que comme on publie ce podcast en fin d'année 2025, je voudrais partager avec nos auditeurs que mon expérience me fait dire que c'est vraiment à cette période que les investisseurs sont les plus vulnérables à prendre des décisions ou des erreurs, ou faire des erreurs de placement basées sur les émotions. Parce que à cette période d'année, on est submergé par les médias financiers qui prédisent l'avenir et qui nous indiquent comment on devrait investir notre argent. Donc, vraiment, il faut surtout ignorer les prévisions de tous ces experts. Oui, tout à fait, James. Puis aujourd'hui, on va aider nos auditeurs à comprendre les biais les plus courants afin qu'ils évitent de prendre de mauvaises décisions d'investissement. Puis comme tu viens de le mentionner, James, ce qui s'est passé pendant l'année 2025 est désormais un fait. On est presque à la fin de l'année. Ces résultats sont donc très susceptibles d'entraîner un biais de récence, un biais souvent mentionné dans ce podcast, mais il en existe beaucoup d'autres qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Oui. Alors, François, j'aimerais partager avec nos auditeurs que le domaine de l'économie comportementale vraiment a considérablement évolué au cours des 25 dernières années. Il existe en fait trop de biais comportementaux pour tous les aborder dans ce podcast. Mais ce qu'on va faire, on va regarder les plus courants qui affectent les investisseurs. Ceci dit, avant de continuer, François, je pense qu'il serait approprié pour nos auditeurs qu'on commence par bien définir c'est quoi un biais comportemental. Eh bien, James, après mes lectures, en matière d'investissement, le mot biais fait référence à une préférence ou une croyance irrationnelle qui voit la capacité d'un investisseur à fonder ses décisions sur des faits et des preuves. En d'autres termes, les biais font dévier les investisseurs d'un processus décisionnel rationnel consistant à tout analyser logiquement vers un processus régi par les émotions, les habitudes ou les signaux sociaux. Il existe deux types de biais, les biais cognitifs et les biais émotionnels. En d'autres mots, les biais cognitifs sont des erreurs dans la manière dont les gens traitent les informations qui leur sont disponibles, tandis que les biais émotionnels surviennent lorsque les investisseurs laissent leurs sentiments influencer leur comportement plutôt que les faits. Oui, puis j'ajouterais, François, que c'est pas seulement une théorie, là. La finance comportementale, c'est un des domaines les plus étudiés en économie aujourd'hui. Donc, des chercheurs tels que Daniel Kahneman et Amos Tversky ont décrit dans un article publié en 1979 comment les investisseurs
sont réfractaires au risque dans des situations de gain, mais enclins au risque dans des situations de perte. Mhm. Fait que cette recherche est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le biais d'aversion à la perte. Alors, j'ajouterais Daniel Kahneman et Amos Tversky, ce sont des psychologues de formation et pas des économistes. Daniel Kahneman, par ailleurs, a remporté le prix Nobel d'économie en 2002 pour cette recherche. Tristement, Amos Tversky était décédé au moment, alors il n'a pas pu se faire nommer pour un prix Nobel. Par la suite, l'économiste Richard Thaler a été lauréat du prix Nobel d'économie en 2017. Et lui, il a développé les concepts de comptabilité mentale et de biais de confiance excessive. En plus, on a l'économiste Robert Shiller qui a gagné un lauréat du prix Nobel en 2013, mais pas pour la recherche comportementale, mais lui, avec le professeur Gutzman, il a étudié les comportements sur les bulles spéculatives. Robert Shiller a aussi fait de la recherche sur le comportement de troupeau. Fait que, il y a beaucoup des grosses têtes en économie qui font de la recherche dans ce sujet. J'ajouterais le professeur Meyer Statman qui a fait de la recherche pour mettre en évidence l'influence des émotions et des facteurs sociaux sur les décisions d'investissement. Oui, puis contrairement aux théories financières traditionnelles, comme l'hypothèse de l'efficience des marchés et la théorie moderne de portefeuille, qui partent du principe que les investisseurs sont des décideurs rationnels, ces recherches reconnaissent que les émotions, les biais et les raccourcis mentaux conduisent souvent à des comportements d'investissement qui sont irrationnels. Tout à fait, François. Et il y a des études récentes qui montrent que les biais continuent d'évoluer en raison de la dépendance excessive par les investisseurs qui utilisent les outils d'intelligence artificielle ou se fient aux médias sociaux ou ils transigent sur des plateformes fintech. Alors, ces nouvelles études mentionnent que l'innovation technologique depuis la pandémie de COVID-19 a vraiment augmenté le niveau d'activité des investisseurs particuliers et cette intensification remplir les biais comportementaux sur les marchés. Oui, effectivement. Puis en résumé, la finance comportementale nous aide à comprendre que les investisseurs ne sont pas des robots, mais des êtres humains, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables à la peur, à la cupidité et à la pression sociale, ce qui explique pourquoi nous agissons souvent à l'encontre de nos propres intérêts. François, je pense qu'on peut maintenant examiner de plus près certains des principaux biais, et ceci afin de montrer comment ils influencent négativement les décisions d'investissement pour finalement nuire à la situation financière à long terme des investisseurs. Parfait. Donc, on va commencer, James, avec un biais, je pense que tu aimes beaucoup, le biais de récence. Oui, je l'adore celui-là, et c'est vraiment un de mes préférés. Techniquement, le biais de la récence est une tendance cognitive à accorder plus d'importance aux événements ou aux informations récentes. Ça conduit les investisseurs à supposer que la tendance va se maintenir. Et donc, cette tendance récente est susceptible de se poursuivre à l'avenir. Mais pour moi, François, le biais de récence va bien au-delà de la simple supposition que la tendance va se poursuivre. Oui, ça incite les investisseurs à prendre des décisions à court terme qui peuvent avoir un impact négatif sur le plan financier à long terme. Tout à fait. Au cours de ma carrière, François, j'ai constaté que les investisseurs sont généralement plus enclins à prendre des risques dans un marché aussi, car ils s'attendent à ce que les performances solides qu'on a eues dans les années précédentes, tout ça, ça va se poursuivre. Mais d'un autre côté, ils hésitent à prendre des risques après une correction ou un marché baissier, car ils s'attendent à ce que les marchés continuent de baisser. On a souvent dit, François, qu'on vient à connaître son vrai profil de tolérance au risque dans un marché baissier. Oui, tout à fait.
Puis c'est un comportement qui est très normal. Puis je me souviens, James, qu'en 2008-2009, beaucoup de gens ne croyaient pas à une reprise des marchés et ont évité d'investir. Puis regardez, on regarde où on en est aujourd'hui, puis on voit bien que c'est une erreur. Ce biais-là, c'est comme pas vouloir aller nager dans l'océan après avoir regardé le film Jaws, alors qu'on sait très bien que les attaques de requins sont rares. Oui, c'est bien dit, François, comme exemple. Un autre biais que j'observe souvent, François, c'est le biais de la confiance excessive. Il s'agit de la tendance d'une personne à surestimer ses capacités d'investisseur. Puis ces investisseurs, ils surestiment leur compréhension des marchés financiers ou d'un investissement spécifique. Ils ont acheté une action en particulier, puis ils pensent vraiment maîtriser tous les risques associés à ce placement. Bien, ils pensent en fait que parce qu'ils ont choisi une action gagnante une fois, ils peuvent le refaire. Donc, ils s'attribuent une compétence qu'ils n'ont pas. Et il va de même avec, selon moi, le timing de marché. On en a parlé souvent. Hein? On connaît le bon temps pour entrer dans le marché, pour sortir du marché. Puis on sait que ce n'est pas vrai. C'est très, très difficile de prendre les deux bonnes décisions. Fait que j'ajouterais, selon mon expérience, François, que les hommes sont surtout vulnérables à ce risque beaucoup plus que les femmes, dans mon expérience. Effectivement, puis le biais de confiance excessive trompe le cerveau en lui faisant croire qu'il est possible de battre le marché de manière constante, mais comme nos auditeurs le savent, c'est très difficile à faire. Pour l'investisseur moyen, la confiance excessive conduit le plus souvent à de mauvaises performances du portefeuille en raison d'un excès de transactions dans le portefeuille et d'une sous-estimation des risques qui sont pris. Des recherches récentes mentionnent que l'une des sources de cette confiance excessive dans le monde actuel est la richesse d'informations disponibles en ligne qui crée une illusion de compréhension. James, on va maintenant regarder le prochain biais, qui est le biais d'aversion à la perte. Oui, et on va revenir à la recherche des professeurs Daniel Kahneman et Amos Tversky, donc dans le papier qu'ils ont publié en 1979. Et selon leur recherche, et je cite, « Le tourment d'une perte peut être psychologiquement 2 fois plus puissant qu'un gain équivalent. » Donc, sur le plan de la psychologie, François, les investisseurs ont tendance à privilégier la prévention des pertes plutôt que la réalisation de gains. Puis moi, j'ai vraiment observé ce comportement chez mes clients au fil des années. Oui, puis les recherches de Kahneman et Tversky ont montré que ce biais est inné, qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi d'émotions, et que ces émotions poussent les investisseurs à être trop conservateurs. Lorsque les marchés sont baissiers, ils restent sur la touche et évitent d'acheter des actions ou vendent carrément leur position boursière pour protéger leur portefeuille contre des nouvelles pertes. Ils passent alors à côté de gains lorsque les actions rebondissent. Un bon exemple de ce phénomène a été mis en évidence par la Société de recherche financière indépendante nommée Dalbar dans son rapport de 2023 intitulé, ça c'est en anglais, Quantitative Analysis of Investment Behavior, donc en français, l'analyse quantitative du comportement des investisseurs. Et dans ce rapport qui couvre l'année 2022, l'une des pires années pour le S&P 500, ils ont mesuré que l'investisseur moyen en actions avait perdu 21,2% contre 18,1% pour l'indice S&P 500. L'écart négatif, là, ici de 3,1% pour l'investisseur, était en partie attribuable au biais d'aversion à la perte. Bien, François, c'est vraiment un bon exemple qui nous rappelle que si on reste investi, on va profiter de tous les rendements que les marchés nous offrent. Et quand les marchés vont finir par se redresser, on va en profiter. Comme je disais, c'est toujours deux décisions. Je peux décider de vendre parce que je pense que le marché est trop haut. Là, regarde, le marché baisse après que j'ai vendu. Regarde, je me sens brillant. Bien là, je vais deviner le bon temps de réembarquer. Puis c'est là où les gens se trompent souvent parce que souvent, le bon temps, le marché va commencer à rebondir bien avant les bonnes nouvelles économiques. Effectivement. Donc, si on panique et on vend dans les creux, ben, vraiment, on peut deviner que ça va créer une perte permanente et tout ça, ça s'accumule à long terme. Fait que c'est très important de ne pas tomber dans le piège de faire du market timing.
Effectivement, James. Le prochain biais maintenant qu'on veut aborder, c'est le biais de comportement de troupeau. James? Oui, ça c'est un autre biais qui est très important et il s'agit d'un biais cognitif, mais qui est profondément ancré dans notre instinct humain. À un certain moment de l'évolution de l'humanité, euh, tout était une question de survie. On peut penser qu'il fallait aller à la chasse pour trouver de la viande. Alors, on était prédateurs, mais il y avait d'autres prédateurs qui voulaient nous manger, nous. Alors, en tant qu'être humain, on est programmé à nous battre ou à fuir le danger. En anglais, on dit fight or flight. Euh, En finance, il s'agit plutôt de peur et de cupidité. Les investisseurs prennent des décisions d'investissement en se basant sur ce que font les autres sans effectuer les vérifications et les recherches nécessaires. Ce biais peut pousser les investisseurs à vendre en panique ou à prendre des risques inutiles dans leur portefeuille par crainte de passer à côté d'une opportunité. Ouais, on parle ici, James, du fameux FOMO en anglais, le Fear of Missing Out, qui est un acronyme, là, comme je viens de dire, Fear of Missing Out, ou la peur de manquer le bateau. C'est la cupidité qui pousse les gens à acheter les dernières actions en vogue ou embarquer dans les tendances du marché et souvent dans des actifs qui sont surévalués. Ce biais est à l'origine, plus souvent qu'autrement, des bulles financières. La bulle Internet en est un excellent exemple de mentalité de troupeau. Les investisseurs ont acheté des sociétés Internet parce que tout le monde le faisait, mais beaucoup de sociétés-là n'avaient pas de modèle économique financièrement solide et viable. Encore une fois, François, c'était vraiment un excellent exemple. Et il y en a beaucoup d'autres, mais on peut penser aux actions meme pendant la pandémie ou les actions liées au secteur du cannabis il y a quelques années. On peut également mentionner le Bitcoin et la frénésie qui l'entoure. Ce que les investisseurs doivent faire, c'est vraiment de remettre en question le raisonnement avant de prendre leur décision d'investissement. Ils pourraient également se rappeler la célèbre citation de mon oncle Warren Buffett, le grand investisseur américain. « Soyez prudents quand les autres sont avides et avides quand les autres sont prudents. » Ouais, c'est une excellente citation, ça, James. Puis je suis tout à fait d'accord. Maintenant, pour le prochain biais à aborder, c'est le biais de confirmation. Bon, ce biais, François, ça se produit lorsqu'un investisseur ne recherche que des preuves qui confirment son opinion. Donc, on vit dans un écochambre d'informations qui est trié pour valoriser notre décision de placement. Oui, puis en raison de ce biais cognitif, les investisseurs ont tendance à rechercher, privilégier et interpréter les informations qui confirment leur opinion sur un investissement. Ils peuvent même interpréter de manière erronée certaines informations dans le seul but de confirmer leur conviction. Ces investisseurs peuvent également rejeter les informations qui remettent en cause ces convictions. J'ajouterais à ça, François, que les algorithmes intégrés aux plateformes de réseaux sociaux, bien, ça amplifie ce biais. Hein? Ça fait en sorte que ça diffuse des contenus similaires à ceux que les utilisateurs ont récemment recherchés. Fait qu'on n'a pas tous les angles ou tous les faits. On a juste les faits qui respectent l'algorithme. Oui. Puis le risque lié à ce biais est qu'il conduit les investisseurs à avoir des portefeuilles qui sont concentrés dans quelques titres ou des secteurs particuliers, ce qui les rend vulnérables à une chute des prix de ces titres ou secteurs. Leur opinion sur les conditions de marché peuvent également être faussées car ils se concentrent là, sur les opinions de quelques experts, puis comme on a dit, ils ignorent les opinions des autres experts. Bon, maintenant, le dernier biais qu'on va aborder dans le podcast aujourd'hui, c'est le biais d'ancrage. Il s'agit d'un biais cognitif encore, où un investisseur se fie excessivement à la première information qu'il rencontre lors du processus de prise de décision. Par après, cette information servira, comme le biais le dit, comme un ancre, c'est-à-dire un point de référence, mais ce point de référence peut fausser des jugements ultérieurs et peut empêcher l'évaluation objective de nouvelles données.
Oui, c'est un piège dans lequel tombent de nombreux investisseurs, en particulier lorsqu'il y a des investisseurs négocient des titres individuels. Par exemple, quelqu'un achète une action à 20 et refuse de le vendre en dessous de ce prix, même si les perspectives et les fondamentaux de l'entreprise ont évolué négativement. Une autre erreur d'investissement liée au biais d'ancrage consiste à conserver un titre qui a perdu de la valeur et à refuser de le vendre avant qu'il revienne à son haut historique, un point qu'on s'est fixé, qui reviendra peut-être jamais. Écoute, j'ajouterais, François, que le biais d'ancrage fausse la capacité d'un investisseur à prendre des décisions rationnelles. Effectivement. Donc, James, on a abordé plusieurs biais ici. Selon toi, quelles sont les leçons que nos auditeurs devraient retirer de ce podcast? Eh bien, François, je pense que ça nous rappelle que l'investissement est autant une question de psychologie que de chiffres. J'ai une excellente citation de notre ami Jason Zweig du Wall Street Journal qui a dit un jour à quelqu'un qui lui demandait ce qu'il faisait dans la vie, et je le cite, traduction libre, « J'essaie de comprendre pourquoi des gens intelligents font des choses stupides avec leur argent. » Bon, c'est là que les conseillers, François, apportent vraiment une grande valeur ajoutée à leurs clients. Les conseillers ne sont pas seulement des gestionnaires de portefeuille, mais sont aussi des coachs comportementaux. En ce qui me concerne, moi, en tant que conseiller, je reformulerais les propos de Jason Zweig différemment. Je dirais, nous aidons les gens intelligents à éviter de commettre des erreurs coûteuses avec leur argent. Ouais, je suis d'accord avec toi, James. Et les recherches prouvent la valeur d'un conseiller. L'étude Advisors Alpha de Vanguard estime que le coaching comportemental ajoute à peu près 2% de valeur annuellement. Puis ça, c'est des rendements nets. On va ajouter un lien vers notre précédent blog qui traitait des recherches, de cette recherche de Vanguard. Il y a aussi le rapport Value of Advice de Morningstar qui souligne que le plus grand avantage du conseil est comportemental et non technique. Leur étude indique, et je cite, « Le coaching comportemental est la chose la plus efficace qu'un conseiller puisse faire, ajoutant en moyenne 150 points de base. » Ils poursuivent en disant, puis je cite à nouveau, que les émotions peuvent être notre pire ennemi, en particulier lorsque les marchés sont volatiles, et les conseils d'un coach comportemental peuvent nous éviter à céder à la panique et d'abandonner notre plan financier à long terme. Bien, François, je pense que il serait temps de conclure là, sur le sujet des biais comportementaux. Je voudrais rappeler à nos auditeurs ce que j'ai dit en entrée de jeu. C'est une période de l'année où on est très vulnérable. Les médias financiers publient toutes sortes d'articles ou de vidéos avec des prédictions de ce qui va se passer dans l'année à venir. Mais là, c'est là le rôle du conseiller est tellement important d'agir comme un garde-fou pour leurs clients. Alors, dans notre rôle, on veut empêcher nos clients de transformer des émotions temporaires en erreurs permanentes. La conclusion est claire. Les marchés seront toujours imprévisibles et les biais seront toujours un facteur pour les investisseurs. Mais avec la discipline et le soutien d'un conseiller de confiance, les investisseurs peuvent éviter les pièges qui sabotent leur succès à long terme. Comme tu l'as dit dans l'introduction, François, le plus grand risque n'est pas le marché, c'est nous. Maîtriser notre propre comportement est un avantage ultime en matière d'investissement. Bien dit, James. Et sur ça, on va conclure. Donc, merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Donc, avant de vraiment conclure, j'aimerais souhaiter à nos auditeurs un merveilleux temps des fêtes. Et sur ce, c'est tout pour ce 82e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et également sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 21 janvier. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour nos derniers blogs. Merci et à bientôt.